continu entre la stratégie et les OKR. Donc c'est le sujet d'aujourd'hui. L'objectif, ça va être de vous donner une vue d'ensemble sur les pratiques en termes d'exécution stratégique à travers le monde. Et à partir de là, vous partagez les bonnes pratiques que vous pouvez mettre en place dans votre organisation ou dans les organisations que vous accompagnez. Tout d'abord, un dessin. Qu'est-ce que vous voyez ici? Au-delà des talents évidemment incontournables de ce tatoueur. On voit la différence entre le dessin, la vision et l'exécution. J'ai passé ma vie professionnelle à travailler à ce lien et à faire en sorte que le dessin soit le plus proche de la réalité, et inversement. Malheureusement, et vous devez sans doute le savoir aussi, c'est très difficile. 67% des organisations échouent à mettre en place leur stratégie à cause d'une mauvaise exécution. Et donc, quand on dit que 80% du succès, ce n'est pas l'idée, c'est l'exécution, c'est vrai pour les startups et c'est vrai pour tous les types d'organisations. Donc, comment on fait ce lien? La réalité, c'est que quand on a une vision, on est optimiste et on voit le chemin tel qu'il peut être quand tout va bien. Évidemment, il y a des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne peut pas anticiper, des apprentissages qu'on va faire au fur et à mesure, mais aussi un environnement qui va changer. Il faut se préparer à un avenir imprévisible. Et pour ça, la clé, un lien continu, et c'est le mot continu qui est important, entre la stratégie et les activités quotidiennes, et définir et mesurer le succès. On l'a vu dans la présentation précédente, on parlait d'orientation résultat versus production. Ici aussi, c'est de ça qu'on parle. Se focaliser vers la mesure du succès, comment est-ce qu'on avance vers nos résultats. Et c'est là qu'on introduit évidemment le sujet d'OKR. Qui dans la salle, alors c'est noir, je ne vois pas très bien, mais on va essayer de faire un lever de bras. Qui dans la salle connaît les OKR? Est-ce que vous pouvez lever le bras? Okay, on a une grande majorité. Qui dans la salle utilise les OKR? On a toujours une majorité, d'accord. Qui utilise les OKR depuis plus de 3 ans? Voilà, on a moins. C'est assez récent, en France notamment. Mais donc beaucoup d'entre vous connaissent les OKR. Je ne vais pas aller dans le détail des fondamentaux d'OKR maintenant, mais je vais donner une rapide introduction pour celles et ceux qui découvrent le concept. Il est assez simple, et c'est son pouvoir, c'est sa force. OKR, c'est objectif, objective, la direction, où est-ce qu'on veut aller. Donc c'est censé aligner tout le monde vers quel est ce point dans le futur qu'on observe, qu'on regarde ensemble et vers lequel on veut aller. Key Results, donc les résultats clés, ça nous dit comment est-ce qu'on sait qu'on progresse. D'accord ? Si vous faites l'analogie d'un voyage en voiture, d'un road trip, l'objectif, ça va être le point de destination, et le Key Result, ça va être le GPS, qui nous dit où est-ce qu'on en est entre le point de départ et l'arrivée. Et donc, ils sont différents et complémentaires. L'objectif est qualitatif. Contrairement à ce qu'on apprend beaucoup dans notre culture, les objectifs ici, ils ne doivent pas avoir de chiffres nécessairement. Ils sont qualitatifs, c'est plus des slogans. Ils doivent inspirer, être aspirationnels et ainsi de suite. Les key results, eux, doivent être quantitatifs. C'est obligé. C'est très important. Parce que c'est eux qui vont nous permettre de mesurer la valeur créée, qui vont nous permettre de diminuer l'ambiguïté liée à l'objectif. Quand j'explique les OKR à une organisation, je leur dis, voilà, on va dire qu'on veut être leader du marché chinois. Et je demande à tous les membres de l'équipe, comment est-ce que vous mesureriez le succès? Comment est-ce qu'on sait qu'on a réussi? On a autant de mesures que de personnes dans la salle. Donc un gros travail, c'est de s'aligner sur qu'est-ce que c'est le succès pour nous. Et les Key Results vous aident à faire ça. Je me suis prêté à faire l'exercice pour un organisateur d'événements dans le monde de l'agilité. Un objectif peut être le fédérateur référent du monde de l'agilité française.
Quelle pourrait être une manière de mesurer le succès? Un certain nombre de personnes qui participent à l'événement et un niveau de satisfaction. Avec ça, on a un équilibre entre le volume et la qualité. Un point d'histoire, parce que comme vous l'avez vu, beaucoup d'entre vous ont découvert ça les 3 dernières années, mais les OKR, c'est en fait assez vieux. Ça date de 1968, ça a été inventé par Andy Grove, PDG d'Intel, qui était aussi un lecturer en management et consultant reconnu en stratégie et en leadership. Ça a été repris et répandu par John Doerr, qui est un investisseur, leader, et qui a notamment été un des premiers investisseurs chez Google, qui l'a mis en place là-bas, en 2017 avec le livre « Mesurer ce qui compte ». En France, ça s'est répandu à partir de 2021. On a commencé à avoir des ouvrages. J'ai publié un ouvrage, Laurent Morisseau a publié un ouvrage, et on a vu qu'il y a de plus en plus d'organisations qui l'utilisent aujourd'hui. Je dirais qu'en France, et vous l'avez vu par le nombre de bras levés, une majorité des organisations, pas que dans la tech, hein, on a le Renault, le Roi Merlin, et j'en passe, qui l'utilisent. Mais donc les VP, on a dans la banque, on a Société Générale, BPCE, donc c'est vraiment utilisé partout, pas que chez les startups. Un point rapide sur les bénéfices des OKR, et je vais faire le lien. D'abord, les OKR, c'est des objectifs clairs, très peu, on va en choisir 2 ou 3. Ensuite, c'est une mesure du succès alignée. Et enfin, c'est une cadence opérationnelle. Ça nous permet d'avoir clarté et focus, parce qu'on n'a que quelques objectifs et tout le monde les connaît. Un alignement, du sens, parce que ces objectifs, ils nous inspirent, ils sont liés à la vision, à la mission, et ils nous disent pourquoi est-ce qu'on vient tous les jours faire ce qu'on fait. Ça nous motive et ça nous responsabilise. Ça nous donne aussi un mindset vers les outcomes. Ça nous permet de mettre l'outcome au milieu du dialogue. Et enfin, un apprentissage continu et l'agilité. Et ça, c'est la cadence opérationnelle qui le permet, notamment grâce au rituel. Voilà un peu pour un point d'intro sur les OKR. On va revenir maintenant à comment on fait le lien entre les OKR et l'agilité stratégique. En fait, le grand enjeu pour quelqu'un qui travaille au quotidien sur son projet ou sur un projet d'entreprise, c'est de faire le lien entre ce qu'il faut faire aujourd'hui et la vision qui, en général, a un horizon temps de 20 ans. Et donc, il faut aider chacun et chacune dans l'organisation à faire ce lien. Et donc, l'idée, c'est de passer de la vision à mission qui a un horizon temps 5 à 20 ans, à la stratégie qui a un horizon temps 1 à 5 ans, à définir des OKR qui, en général, sont au trimestre, des fois au semestre ou à l'année. Et de là, on va déduire nos activités, on va mesurer, on va apprendre. Et le niveau, en fait, d'agilité, ça va être cette cadence opérationnelle qui va permettre au quotidien de pouvoir définir quelle est la meilleure manière de contribuer à ce qu'on va accomplir à long terme. Mais ça va aussi être de se dire chaque trimestre, qu'est-ce qu'on a appris, ou chaque semaine, qu'est-ce qu'on a appris, et qu'est-ce que ça nous dit sur nos ambitions stratégiques. Est-ce qu'on doit changer notre stratégie? On s'était dit qu'on voulait être leader en Chine et qu'on allait attaquer ça avec un développement des partenariats. Cela ne fonctionne pas. On s'est rendu compte que c'était compliqué. Qu'est-ce qu'on fait? D'accord? Et donc de créer cette continuité et ce dialogue permet de s'adapter et de ne pas forcément être comme un paquebot en inertie, mais d'être plus comme ces petits bateaux qui bougent rapidement parce qu'ils comprennent ce qui se passe. On s'est posé la question, parce que beaucoup d'organisations ont des difficultés à mettre en place des cadences opérationnelles associées aux OKR ou toute autre méthode d'exécution stratégique, quelles sont les organisations qui sont plus efficaces que d'autres et pourquoi? On a lancé l'année dernière une étude auprès de 466 leaders à travers le monde, dans tous les continents. D'accord? Donc on avait une trentaine de pourcents de réponses en Europe, on avait une vingtaine, trentaine aux États-Unis, et on en avait dans les autres continents aussi. De là, on a tiré un livret blanc de 33 pages, avec de nombreuses données, de nombreuses informations, auxquelles je vous donnerai accès à la fin de cette présentation. Il y avait plus de 20 000 données à traiter. C'était pour quelqu'un qui travaille dans l'exécution stratégique très, très, très intéressant, et en même temps, comment est-ce qu'on extrait de là une synthèse qui peut être utile pour les professionnels.
Et donc là, ce que je vais faire, c'est vous résumer les principaux insights de cette étude, et notamment à travers la lunette des overachievers. Et je vais vous expliquer qui sont ces overachievers. Tout d'abord, quels sont les plus gros challenges à l'heure d'exécuter la stratégie? Alors, vous voyez le graphe sur la gauche, je vais vous donner le résumé sur la droite. Tout d'abord, la stratégie change trop souvent. C'est le challenge numéro 1. Est-ce que c'est le problème ou est-ce que c'est parce qu'en fait, on n'a pas le choix, on doit changer la stratégie trop souvent? On doit changer la stratégie souvent, on doit trouver un moyen de s'adapter à cette stratégie qui change. Le deuxième, il n'y a pas suffisamment d'alignement ou d'engagement pour soutenir la stratégie. Ça, c'est l'un des 3 plus gros challenges pour plus de 2 tiers des répondants. Et le troisième, la stratégie n'est pas bien communiquée ou comprise. Et ça, pour les personnes qui sont dans des positions de leadership ou proches des positions de leadership dans cette salle, on le répète jamais assez. Le message, l'articulation de la stratégie, de pourquoi est-ce qu'on est là, est très, très, très importante et très souvent sous-estimée. Donc de là, pourquoi est-ce que les 466 leaders, qui d'ailleurs sont tous des senior managers ou au-dessus, utilisent les OKR? On revoit qu'il y a pas mal des points qui reviennent ici. 1, améliorer l'alignement, 61% d'entre eux. 2, améliorer la performance, 61% d'entre eux. 3, mieux prioriser. Il y a d'autres raisons, comme améliorer le taux de croissance, l'engagement des équipes, apporter plus de transparence. Mais c'est les raisons principales. Donc à partir de là, on s'est focalisé parce qu'on s'est rendu compte que, au-delà des différences géographiques, il y avait très peu de différences dans les résultats en fonction de la géographie. Il y avait très peu de différences des résultats en fonction de la typologie d'entreprise, qu'elle soit petite ou grande. Par contre, il y avait une grande différence de résultats en fonction du niveau de confort et du niveau d'expérience avec les OKR. Et du coup, on a choisi d'approfondir avec cette vue-là. Donc, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est quelles sont les bonnes pratiques de ces overachievers qui ont montré une performance bien meilleure en termes d'OKR, mais pas que. Ce dont on s'est rendu compte tout d'abord, c'est qu'il y avait une corrélation directe entre le niveau de confort et d'expérience avec les OKR et le niveau de performance. Ils se sentent 12 fois plus capables d'accomplir leur potentiel stratégique que des professionnels qui n'utilisent pas ou qui commencent tout juste avec les OKR. Mais pas que. Ils se sentent 10 fois plus à l'aise avec l'exécution que leurs contreparties qui commencent avec les OKR. Ils se sentent 7 fois plus capables de mesurer et partager le progrès que leurs contreparties qui commencent avec les OKR ou n'utilisent pas les OKR. Ils se sentent 16 fois plus à l'aise en termes de focus, 14 fois en termes d'alignement, 12 fois en termes de potentiel stratégique, je vous l'ai dit plus tôt, et, ça devrait vous intéresser, 62 fois en termes d'agilité et d'adaptation. En fait, de ces overachievers, il y en avait 62% qui mettaient le score le plus élevé en termes de confort quand il s'agit d'agilité et d'adaptation, 62%, alors qu'il y avait juste 1% des répondants et répondantes qui commencent avec les OKR. Donc c'est vraiment un levier pour faciliter l'agilité et l'adaptation des organisations. Donc une fois que tout ça est dit, ça nous a conforté dans les OKR, ça aide les organisations à être plus agiles, à être plus efficaces, à être plus performantes, à être plus focus, à être plus alignées. Comment est-ce que ces répondants et ces répondantes travaillent avec les OKR? Parce que je pense que si vous parlez avec d'autres personnes, chacun et chacune utilise la méthode d'une manière particulière en fonction de son contexte. On a remarqué qu'il y avait des grandes tendances et je vais vous les partager maintenant. Grande tendance et bonne pratique numéro 1, des cycles courts. Il y a des choses qui vont vous sembler des fondamentaux puisque c'est très lié au monde agile, mais dans beaucoup d'organisations qui mettent en place la stratégie, elles ont des cycles d'1 an et elles en parlent une fois par an. Ici, l'idée, c'est chaque trimestre, on remet en cause dans quelle direction on va et comment on le fait. Oui, on a notre vision, on a nos objectifs, mais donc comment est-ce qu'on remet en cause ça au travers de nouveaux OKR? Et donc, avoir un espace de dialogue tous les trimestres est critique pour ça. En termes de recommandations, par mon expérience, vous pouvez aussi jouer avec le fait que vous ayez des objectifs annuels et des résultats clés trimestriels. Ça donne de la stabilité et en même temps, ça vous donne
l'agilité de pouvoir adapter chaque marche de l'escalier au fur et à mesure de l'année. Bonne pratique numéro 2, des check-ins stratégiques hebdomadaires. Je peux vous dire que quand je travaille avec des comités de direction et que je leur dis vous allez vous réunir chaque semaine pour faire un update de vos OKR, ils me disent mais on ne peut pas, on se voit tous les mois ou tous les 2 mois. Et en fait, le point ici, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour augmenter le nombre d'itérations et le nombre d'espaces de dialogue qu'on a pour s'améliorer. Et d'où l'apprentissage continu et ainsi de suite. Donc on l'a mis en place dans pas mal d'organisations, d'augmenter la fréquence. Et elles le comprennent. C'est une condition sine qua non pour que ça fonctionne. Et juste pour vous donner un élément que vous pouvez partager lors d'une mise en place des OKR, c'est si on se voit une fois par mois, ça veut dire qu'on a 11 occasions sur l'année de se poser et de se demander si les choses vont bien, si on va dans la bonne direction, si on doit s'adapter. Si on se voit chaque semaine, on en a 52. En termes d'agilité et de capacité stratégique, c'est 2 mondes différents. Évidemment qu'une organisation qui a la capacité de se voir de manière beaucoup plus fréquente va être beaucoup plus agile au changement de son environnement, au changement de son organisation. Et donc ici, le conseil, c'est de le faire toutes les semaines, voire peut-être toutes les 2 semaines, mais de le faire rapidement. C'est-à-dire que ça ne dure pas 2 heures. Ça dure 10 à 15 minutes. On regarde chacun des OKR, on voit où on en est. S'il y a un OKR sur lequel on a du mal, on se demande s'il y a quelque chose qu'on peut faire pour l'améliorer. Et éventuellement, ça peut être pris en dehors de la réunion. 10 à 15 minutes, rapide, efficace. Et comme ça, on garde un rythme. Bonne pratique numéro 3, un dispositif avec des rôles spécifiques pour la mise en place des OKR. Et donc ça, c'est tellement important. Les OKR, c'est un changement. C'est un changement pas seulement de mettre en place des objectifs, mais c'est aussi un changement culturel. C'est une transformation culturelle pour l'organisation. Souvent, ça va de mise avec, on passe de la réflexion en output, production, vers l'outcome, résultat. Ça va de pair vers, on a plein de priorités, et on gère les priorités d'une manière qui est celle de chaque organisation, à, on a un processus clair pour définir les priorités de manière trimestrielle, et ensuite on exécute. Et donc, on a besoin d'agents de changement dans l'organisation. Premier agent de changement, l'OKR sponsor. C'est la personne qui va être en général dans le comité d'exécution, ou en tout cas dans le cercle qui décide de mettre en place les OKR et qui va s'assurer qu'il y ait les ressources et que ce sujet soit pris en charge par les bonnes personnes de l'organisation. Second rôle, l'OKR lead. C'est la personne qui va être en quelque sorte la program manager, la change manager des OKR, et qui va gérer ça comme la mise en place d'une transformation, et qui va accompagner l'organisation à le mettre en place. C'est bien d'impliquer aussi les ressources humaines assez tôt, puisque c'est justement une transformation culturelle. Et enfin, les champions. Et donc ça, c'est une chose qu'on a vue chez les overachievers, c'est qu'ils ont un réseau, une communauté de pratiques dans l'organisation où chaque équipe a son champion, un peu comme on peut voir dans Scrum, il y a les Scrum Masters, qui vont être les personnes qui sont en charge du process et qui vont en fait faire le lien entre la préparation des nouveaux cycles, s'assurer que les rituels soient dans l'agenda et ainsi de suite. Elles vont aussi partager les bonnes pratiques, parce que c'est une chose de dire on va faire des OKR, une autre c'est de définir des OKR qui soient pertinents et qui fonctionnent bien. Ça prend du temps. Avoir une communauté de pratiques, ça permet de créer un momentum au niveau de l'organisation. Bonne pratique numéro 4, intégrer les OKR avec les process et outils actuels. Dans de nombreux cas, quand on m'a dit « Ah, les OKR, ça n'a pas fonctionné chez nous », et que je pose quelques questions, en général, c'est qu'il n'y a pas eu une bonne intégration avec les process actuels. Je vais vous aider. Il y a 3 P. Priorité, planning, performance. Donc, tout ce qui a trait à ces 3 P, normalement, a un lien avec les OKR. Donc, soit les OKR viennent en amont pour guider, donc par exemple les priorités. Donc, si vous utilisez quelconque méthode agile ou de priorisation, roadmap, safe, etc., vous allez avoir un PI planning ou autre qui va vous permettre de définir les priorités. Les OKR viennent en amont. Voilà les directions stratégiques, voilà la mesure du succès. À partir de là, on fait quoi?
Si vous le faites en parallèle, vous allez avoir les priorités OKR, les priorités du process actuel, et donc du coup des équipes qui sont encore plus confuses qu'avant de mettre en place les OKR. Le but, c'est d'avoir plus de focus, plus de clarté. Donc pour ça, vous avez besoin d'intégrer. C'est aussi le cas pour la performance, puisque aujourd'hui, on évalue la performance des individus sur base de justement quels objectifs ils et elles peuvent accomplir. Donc c'est important de clarifier comment est-ce qu'on va le faire ici. Les principaux éléments que je recommande de regarder, c'est les 3 P que je vous ai cités. Et c'est un exercice qui peut être fait au niveau de l'organisation, mais aussi au niveau de chaque équipe. Et les champions, ils peuvent être utiles par rapport à ça. Une autre chose qui peut être utile, c'est les rétrospectives. Donc dans le monde de l'agilité, on en a l'habitude. C'est aussi le cas dans les OKR. C'est important de mettre en place des rétrospectives à la fin des trimestres pour évaluer où est-ce qu'on n'est pas encore bien intégré, comment est-ce qu'on peut s'améliorer. Bonne pratique numéro 5, établir un programme de formation robuste. Donc ici, l'enjeu, ça va être de s'assurer qu'il y ait une bonne adoption. Dans beaucoup de cas de figure, quand on va mettre en place une nouvelle méthode, les personnes dans les équipes, si elles n'ont pas le contexte, elles vont se dire pourquoi est-ce qu'on me met une nouvelle méthode sur le dos? Ça a l'air d'être du reporting où on me demande de mettre des chiffres dans des cases. Je ne vois pas quelle valeur ajouter ça a pour moi. Et donc du coup, il y a une résistance consciente, voire inconsciente. Donc c'est très important, dès le départ, et la formation peut être très légère, mais d'informer, de former, d'expliquer à tous les membres des équipes impliquées pourquoi est-ce qu'on met en place les OKR pour l'organisation et comment ça va les aider. Pourquoi ça a de la valeur pour elles et eux. Voilà, aujourd'hui, tu as beaucoup de priorités, il y a un manque de focus, c'est le chaos, les gens ils te changent les priorités sans que tu aies ton mot à dire. On va mettre un processus pour simplifier, clarifier tout ça. Aujourd'hui, c'est pas très clair, c'est quoi le lien entre ce qu'on fait et la stratégie. Les OKR, ça va nous permettre de répondre à ça. Aujourd'hui, tu as plein de gens qui viennent te demander en cours de cycle de travailler sur une urgence. Aujourd'hui, comme demain, comme les OKR seront transparents, les gens pourront voir sur quoi tu travailles et comprendre pourquoi quand ils viennent te voir, tu leur dis non. Et là, évidemment, c'est plus facile de rentrer dedans, parce qu'on comprend la valeur pour nous. Et c'est pareil pour les managers. Tu veux motiver des équipes, il faut que tu leur dises comment elles peuvent contribuer à la stratégie, pourquoi elles sont là. Il faut que tu les aides à travailler efficacement, sans qu'elles se fassent constamment alpaguer par différents départements pour changer leurs priorités. Il faut que tu les aides à travailler de manière plus efficace. Et tu peux le faire grâce aux OKR. Donc, il y a des programmes pour différents profils. L'OKR Lead, vous vous en souvenez, c'est la personne qui conduit le changement. Elle doit avoir une formation approfondie, voire même être accompagnée par un copilote, un coach, un consultant qui a le savoir-faire. Parce que ce n'est pas juste du savoir, c'est aussi du savoir-faire. Il va y avoir beaucoup de cas qui vont être contextuels. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ici? Donc évidemment, on va apprendre sur le tas, mais avoir du savoir-faire, que ce soit interne ou externe, ça va vous aider. Le deuxième point, c'est les champions. Les champions aussi, ils doivent être formés sur les rituels, comment ça fonctionne, et ainsi de suite. Bonne pratique numéro 6, une mise en place graduelle des OKR. Et donc là, en fonction de vos organisations, vous allez voir qu'une partie ou toute l'organisation les met en place. Une erreur que j'ai souvent vue, c'est mettre en place les OKR d'un coup partout. Évidemment, si c'est une start-up de 10 personnes, ça fonctionne très bien, voire même jusqu'à 30 personnes. Par contre, si on est dans une structure de 400 personnes ou au-delà, ça devient compliqué. Pourquoi? Parce que c'est une transformation. Et donc là, c'est bien de le faire en étapes. La recommandation ici, c'est de commencer le plus haut possible. Au niveau du leadership, voire d'avoir quelques projets pilotes. Là où le sujet de priorisation et de focus est le plus important. Évidemment, ça va être une force de pouvoir avoir de plus en plus d'équipes impliquées, puisque vous allez pouvoir partager des objectifs. Mais au début, il vaut mieux aller doucement pour s'assurer qu'on crée le savoir-faire en interne et puis on le répand petit à petit. Voilà sur les bonnes pratiques de ces overachievers. Vous avez ici le code QR pour télécharger le livret blanc et avoir accès aux 33 pages avec tout le contenu. Mais donc je vais revenir sur les points principaux. Des cycles trimestriels, des réunions de suivi hebdomadaires, un dispositif OKR solide avec lead, sponsor, champions et accompagnement,
un parcours de formation et de certification pour les différents profils dans l'organisation, une intégration avec les process existants et une mise en place progressive de la méthode OKR. Si vous avez tous ces ingrédients, a priori, vous suivez les mêmes pas que ces professionnels qui nous ont dit être plus capables en termes d'exécution stratégique, plus capables en termes de focus, plus capables en termes d'agilité. Voilà pour la présentation du panorama mondial de l'agilité stratégique et des OKR. Je vous remercie.